Cette semaine, je vous emmène découvrir la plus vaste commune du département, le Val d'Ajol. Située à 10 minutes de Remiremont, la commune compte aujourd'hui 3900 Ajolais. Nous partons à la rencontre d'Anne Girardin, qui a récemment pris ses fonctions de maire de la commune. Passage également par un incontournable au Val d'Ajol, l'entreprise de Bubillet. Et enfin, nous terminerons au cœur de la ferme du Haut de Salmon. Messieurs, dames, bonjour. 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 Je vous interromps. Dites-nous, on est ici à Feuillée-Nouvelle. Alors pourquoi avoir voulu choisir ce lieu ? La Feuillée-Nouvelle, c'est un point de vue représentatif pour le Val d'Ajol, quoi. Depuis là, le touriste ou les personnes qui viennent le dimanche voient d'un seul coup d'œil le Val d'Ajol, avec le centre, avec tout ce qui est les industries, et puis une multitude d'artisans. On voit un petit peu finalement tout ce qui se passe au Val d'Ajol. Une image d'un seul regard, on voit tout, quoi. Madame Girardin, vous êtes la première femme maire du Val d'Ajol. Vous êtes, vous, ajolaise d'origine. C'est un petit peu une envie de prendre les rênes de la commune depuis là où vous avez toujours vécu. Tout à fait, alors c'est un grand changement pour moi parce que j'ai grandi dans un petit hameau, dans les écarts, on appelle ça les écarts juste au-dessus du Val d'Ajol, hein, on voit depuis ici. Et puis après j'ai fait des études de géomètre et je suis partie voyager. Et un jour je me suis dit mais moi j'ai vraiment envie de revenir chez moi, de mettre à profit vraiment ce que j'ai appris à l'extérieur. Ça a été une mise en place délicate dans une situation particulière, la crise sanitaire et donc une implantation pas immédiate du conseil municipal. Comment vous l'avez vécu, vous, cette période ? On l'a vécu assez difficilement parce qu'on était motivés, on avait gagné les élections, on était prêts à s'installer et puis justement à assister la population en pleine période de crise sanitaire. Et là, on nous a demandé de rester chez nous. Donc sur le coup, ça a été vraiment très difficile. Donc on s'est installé il y a 15 jours maintenant. On a été, avec les adjoints surtout, on a été très occupés à reprendre les rênes. Surtout que c'est quand même une commune qui est quand même conséquente. On a 3900 habitants sur 7300 hectares, donc c'est une commune qui est très étalée. Très vaste, ouais. On a une partie urbaine, une partie rurale, des forêts qui sont en train de se dégrader avec des problèmes au niveau des changements climatiques, etc. On a aussi pas mal de friches immobilières qu'on doit aussi convertir. Ça fait partie des premiers dossiers urgents à traiter. La municipalité précédente avait déjà lancé des choses, hein. On n'est pas là en train de tout créer. Par exemple, pour les réseaux de Fémont, les réseaux d'eau et d'assainissement, aussi les réseaux secs, on va continuer et on va faire en sorte que ce projet vienne à bout. On parlait de la situation qui était délicate, mais est-ce qu'aujourd'hui ça va chez vous au Val d'Ajol ? Ça va plutôt bien chez nous au Val d'Ajol. La population s'est bien résolue à accepter le confinement et surtout nos entreprises, nos artisans, nos commerçants se sont mobilisés pour soit dépanner, soit faire des drives et que la population ne manque pas de l'essentiel en fait. Et alors une petite spécificité que vous avez souhaité mettre en place, vous souhaitez un groupe de travail en parallèle du conseil municipal, alors pour impliquer peut-être la population dans les décisions ? Ce groupe de travail, il va être sur multiples activités, on va dire. Ça va être soit sur la reconversion de site, soit par exemple pour réfléchir à comment on pourrait pallier au changement climatique et aux problèmes qu'on a sur la forêt. On va mobiliser les riverains, on va mobiliser les associations pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'ils aimeraient faire, eux, de ces friches immobilières. Parce que c'est notre patrimoine, c'est notre héritage. Merci Voilà. Anne Girardin de nous avoir accueillis ici au Val d'Ajol. Nous on part maintenant dans une entreprise emblématique du Val d'Ajol, direction l'entreprise de Bubillet. Créée en 1830, l'entreprise de Bubillet imagine et fabrique des ustensiles de cuisine et de pâtisserie pour les particuliers et les professionnels. L'entreprise ajolaise propose aujourd'hui plus de 3000 produits et exporte dans plus de 95 pays à travers le monde. Jean-Noël Mathieu, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez De Bubillet. Alors, Bienvenue. on sait que beaucoup de personnes ont profité de ce confinement pour cuisiner, pour pâtisser. Est-ce que cela a eu un impact sur vos ventes ici à De Bubillet ? Tout à fait, ça a eu un gros impact car en mars, en fait, il y a eu un effet de sidération. Les gens se sont retrouvés confinés, les boutiques fermées, les hôtels, restaurants fermés. Donc pour nous, ça a été une catastrophe. La moitié du chiffre d'affaires, les commandes qui n'arrivent plus, et les commandes qu'on a envoyées qui reviennent. Et puis en avril, on a vu tout doucement les gens commencer à chercher à cuisiner eux-mêmes. Et ça, on s'en doutait un petit peu. Et puis aussi avoir l'intention de consommer durable et donc de chercher des bons ustensiles et de se retourner vers notre marque par l'intermédiaire du web. Alors au mois de mai, on a retrouvé peu de restaurateurs, mais on avait déjà les charcutiers, les boulangers qui avaient continué à travailler. Et puis les restaurateurs qui se sont mis à faire à emporter.
Et donc le chiffre est revenu aussi de ce côté-là un petit peu. Alors on voit autour de nous, il y a beaucoup de références, plus de 3000 références Plus chez de 3000 Debuyer. références, donc en pâtisserie, en cuisson, on passe par tous les matériaux. Est-ce qu'il y a certaines références qui ont plus fonctionné, qui ont plus attiré l'utilisateur pendant ce confinement? Alors il y avait des références essentielles comme les bassines, comme les fouets, et il y avait le tube qui est en fait une sorte de poche à douille améliorée qui permet de remplir des verrines, de remplir des éclairs, de dresser, mais tout ça dans un esprit durable parce que ça se lave et donc c'est réutilisable à l'infini. Il y a eu quand même un effet positif finalement peut-être dans ce confinement, peut-être qu'on va attirer plus de particuliers à consommer durable, à consommer français. Je pense, c'est un petit peu comme les produits pour l'alimentation, les gens en fait ont redécouvert les goûts, ont redécouvert aussi le goût de la cuisine, le goût de la pâtisserie. Alors il y a eu donc l'impact de la crise sanitaire, mais il y a aussi eu un autre impact aussi chez vous avec le décès d'Hervé Debuyer qui était une figure emblématique chez Debuyer. Alors comment ça s'est passé? J'imagine que c'était aussi une situation... Tout à fait, c'était particulier. Alors, il a vendu cette société en 2015, donc il n'était plus avec nous, mais il habitait en face de chez nous. Et on a travaillé plus de 20 ans, moi personnellement, avec lui. Et en fait, c'était une grande émotion. Et c'est vrai qu'on a l'habitude, quand on est hors confinement, de tous se réunir, de partager ce deuil, cette émotion. Et en fait, on a décidé de le faire en digital. Ça nous a permis de nous réunir virtuellement pour lui faire hommage. Il faut continuer à avancer pour les 160 salariés de l'entreprise. Alors je vous propose qu'on se dirige vers l'atelier de production pour qu'on puisse continuer à parler de Debuyer. Je vous emmène. Jean-Noël, nous sommes ici dans l'atelier de production. Alors Hervé Debuyer a toujours insisté pour qu'il y ait un rapport direct avec le client. Est-ce que c'est quelque chose qui perdure ici chez Debuyer? Oui, c'est quelque chose qui perdure, et tant du côté professionnel avec qui on a toujours eu l'habitude de discuter. On travaille avec les meilleurs ouvriers de France, on travaille avec les écoles, on cherche à connaître leurs besoins. Et aujourd'hui, en plus, on travaille beaucoup avec le consommateur. Alors quels sont les grands projets peut-être de l'entreprise pour les années à venir, pour les mois à venir? Tous les ans, Debuyer investit énormément dans son outil industriel pour être toujours à la pointe. Mais il y a aussi tous les outillages pour fabriquer ce genre d'objets. En fait, pour fabriquer les articles que l'on crée, il faut des outillages parce qu'on transforme le métal, on transforme le plastique, on transforme le silicone. Donc il faut toujours des outils et ça, si on veut créer, c'est nécessaire. Et un autre projet, alors plus tourné vers le public, là, un projet de musée, si on peut l'appeler comme ça, la Cité. Voilà, on dit plutôt la Cité aujourd'hui parce que le musée c'était un petit peu réducteur par rapport à ce qu'on voulait faire. Aujourd'hui, toujours à cause de la crise, on a été obligé de reporter en fait, le démarrage physique des travaux, mais on en a profité pour vraiment retravailler tout ce qui était intérieur. Parce qu'il faut vraiment que pour nous ça soit quelque chose de vivant et pas un musée avec des objets morts. Surtout qu'avec la crise, en fait, on trouve que ce projet est vraiment en phase avec notre époque, avec l'ancrage territorial que l'on veut lui donner, avec toute l'histoire qu'il y a à raconter ici, avec le tourisme industriel, avec le changement de nos habitudes de consommation. Donc il faudrait vraiment que ce projet, il a vraiment sa place en fait aujourd'hui dans notre environnement. Qu'est-ce qu'on pourra retrouver très concrètement? Sur la partie musée, on va retrouver en fait l'histoire de la cuisine, pas que l'histoire de Debuyer. Alors ça va bien sûr être au travers de la marque, parce que c'est aussi le but, c'est de promouvoir la marque. Mais on va rentrer soit par l'usage, c'est-à-dire par les métiers qu'on a en face de nous, les cuisiniers, les pâtissiers. On pourra rentrer par la matière, par les matériaux, parce qu'on en travaille énormément. On rentrera aussi par l'histoire, l'évolution des ustensiles. Et puis à côté de ça, on aura quand même un espace plus vivant qui sera de la démonstration, des cours. Alors justement, on essaye de faire un projet qui puisse être très ouvert et qui puisse nous amener plein de choses et plein de choses différentes tous les ans pour que chacun puisse y revenir et y trouver quelque chose de différent. Et un projet donc 2021? Je pense, j'espère que ça pourra sortir en 2021. Oui, on y travaille pour ça. Eh bien, on se donne rendez-vous en 2021 alors ici pour découvrir le musée. Merci Jean-Noël de nous avoir accueillis chez Debuyer. Nous on file tout de suite à la ferme du Haut du Salmon. A tout de suite. La ferme du Haut de Salmon est située à 600 mètres d'altitude sur les hauteurs du Val d'Ajol. Madeleine et Étienne Petitjean nous ont ouvert les portes de leur exploitation familiale. Étienne Petitjean, nous sommes ici sur votre exploitation de 40 hectares. Alors expliquez-nous un petit peu, cette exploitation, c'est une histoire de famille. Oui, c'est une histoire de famille. C'est l'exploitation que j'ai reprise de mes parents, de mes grands-parents, arrière-grands-parents auparavant. Et donc c'est une exploitation que j'ai reprise en 2002 et sur laquelle mon épouse est venue me rejoindre en 2005. Vous avez une trentaine de vaches laitières, ce ne sont pas des vaches de race vosgienne. C'est un choix ou ça s'est toujours passé comme ça?
On a toujours eu cette race-là sur l'exploitation, depuis toujours. Puisqu'on est producteur de lait, nous avons donc choisi une race laitière. L'exploitation était à la base uniquement productrice de lait, on n'avait pas de la transformation. Et vous misez plutôt sur l'alimentation plutôt Oui. que sur la race finalement? Tout à fait, l'alimentation pour moi a une importance capitale sur le résultat et le produit fini qu'on veut obtenir. Vous avez mis en place un procédé spécifique justement autour de cette alimentation? On a réalisé un investissement qu'on appelle le séchage en grange. Donc c'est un procédé qui permet de sécher l'herbe totalement en étant peu contraint avec la météo. C'est un travail de chaque instant, un travail de passionné, c'est comme ça que vous le qualifierez? Oui, tout à fait. C'est un métier pour lequel on consacre beaucoup de notre temps. Donc si on n'est pas passionné, forcément, on n'ira pas bien loin. La partie production laitière, c'est mon métier, c'est ce que j'ai appris depuis toujours. Et puis la partie transformation, c'est donc mon épouse qui en avait fait son métier et qui en a fait sa formation. Et c'est pour ça qu'on a créé l'atelier en 2005. Eh bien, je vous propose qu'on aille à la rencontre de votre épouse pour parler de cette production fromagère alors. D'accord. On y va. Madeleine Petitjean, je vous ai rejoint ici, donc on est dans la boutique, dans le laboratoire, la fromagerie. Votre savoir-faire a été reconnu plusieurs fois au Salon de l'Agriculture, plusieurs médailles d'or. C'est une reconnaissance qu'on attend, qu'on espère quand on est fromager. Ah bah oui, franchement, c'est vraiment une belle reconnaissance, déjà pour notre satisfaction personnelle, mais aussi pour la qualité des produits, et puis aussi pour notre clientèle. Nos clients sont contents quand on a des médailles, quand on est récompensé. Après chaque médaille, on sent qu'il y a une effervescence. Est-ce que les personnes sont plus présentes? Bah disons que voilà, il y a un petit peu la sécurité au niveau de la qualité du produit. La notoriété, elle se fait petit à petit, et au niveau commercial, c'est vrai que ça a un impact Ça aussi. se ressent. Voilà. Vous fabriquez plusieurs fromages. Vous fabriquez donc des tomes, et notamment une tome bien particulière, puisqu'elle est un petit peu emblématique ici au Val d'Ajol. C'est un produit que j'ai créé pour justement un petit peu miser un petit peu sur l'originalité, puis un petit peu pour se faire connaître, un petit peu se démarquer des autres. Et puis on a voulu créer la tome à l'andouille du Val d'Ajol, puisque la spécialité donc c'est l'andouille du Val d'Ajol. Ça a très très bien pris, les restaurants étaient très contents, donc ils nous l'ont fait beaucoup connaître. Et puis voilà, nos clients sont fidèles et ça reste un produit phare de notre gamme. fromagerie. Voilà. Alors parmi les autres fromages, des Munster, qu'est-ce que vous proposez comme fromage? Alors donc on a 3 fabrications différentes. On a les pâtes lactiques, donc c'est tout ce qui est fromage blanc, la faisselle, et les petits fromages frais aux épices. Et aussi donc après on a les pâtes molles, donc notre Munster, le Munster traditionnel. Et donc par contre on a sorti une dernière tome, une pâte molle aussi, à croûte fleurie, donc qu'on appelle le carrément bon. C'est vraiment notre dernier produit. On sort d'une période un peu difficile. Est-ce que ça a été le cas pour vous, ou est-ce qu'au contraire vous avez senti les personnes qui revenaient peut-être aux produits locaux? Vous savez, ça a été très très compliqué au début, on va dire les 15 premiers jours de mars, parce que vraiment là on ne voyait plus personne. Bon après, d'un autre côté on disait aux gens restez chez vous, donc forcément les gens ne venaient pas. Donc nous on a décidé un petit peu aussi d'aller vers eux, donc on avait mis un service de livraison à domicile pour justement que les gens n'aient pas à venir. Mais bon après, je veux dire, les gens sont quand même revenus petit à petit. Il faut que ça perdure, je pense qu'on ne gardera pas tout le monde, mais au moins voilà, on aura quand même eu des retombées. Et puis là c'est vrai qu'on voit beaucoup plus de monde à la ferme qu'au début. Merci Madeleine Petitjean de nous avoir accueillis sur votre exploitation ici Merci. à la ferme du Haut-du-Salmon. Notre émission est terminée, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt. Je vous paye en espèces. Vous avez de la monnaie?